Je m'appelle Campbell, j'ai 28 ans, et j'ai cumulé 3 emplois pendant mes études pour acheter ma première maison. Après des années de sacrifices, pendant que ma sœur privilégiée, Megan, était choyée par nos parents, j'ai enfin atteint mon indépendance. Lors d'un dîner de famille, Megan a annoncé avec un sourire suffisant qu'elle emménageait chez moi, parce que nos parents en avaient décidé ainsi. J'ai calmement révélé que j'avais vendu la maison, en faisant glisser des papiers sur la table, tandis que leur visage devenait blême. Avant de nous plonger dans cette histoire, dites-moi d'où vous regardez et appuyez sur les boutons j'aime et s'abonner si les drames familiaux vous passionnent. Grandir dans la famille Henderson, dans la banlieue du Connecticut, c'était comme vivre dans 2 foyers différents sous le même toit. D'aussi loin que je me souvienne, il y a toujours eu une ligne invisible tracée entre la façon dont mes parents me traitaient, et la façon dont ils traitaient ma sœur cadette, Megan. Nous n'étions en aucun cas pauvres. Mon père, Robert, travaillait comme directeur régional dans une société pharmaceutique, et ma mère, Diana, gérait une entreprise de décoration d'intérieur modérément prospère depuis la maison. Nous vivions dans une spacieuse maison coloniale de 4 chambres, dans un quartier avec de bonnes écoles et des pelouses bien entretenues. De l'extérieur, nous étions l'image même du succès de la classe moyenne supérieure. Mais à l'intérieur de ces murs, la différence de traitement était aussi claire que le jour et la nuit. Quand je ramenais d'excellentes notes au collège, ma mère hochait la tête en disant « C'est ce que nous attendons de toi, Campbell ». Quand Megan ramenait des B et des C, il y avait des célébrations, des sorties à la crèmerie, et des éloges excessifs sur à quel point elle avait dû étudier dur. Ce schéma s'est répété à chaque étape de notre enfance. Quand j'ai intégré l'équipe de baseball du lycée en première année, mon père a dit « Ne te laisse pas trop distraire de tes études ». Quand Megan a intégré l'équipe de cheerleading junior, mes parents ont assisté à chaque compétition, ont créé des pancartes élaborées, et ont organisé des fêtes après. Mon intérêt précoce pour la finance a émergé vers l'âge de 13 ans. Je lisais la section économique du journal que mon père jetait chaque matin, fasciné par les rapports boursiers et les transactions immobilières. Quand j'ai demandé des livres sur l'investissement pour Noël, mes parents ont échangé des regards inquiets. Ne préférerais-tu pas des jeux vidéo, comme les adolescents normaux ? A demandé mon père. Pendant ce temps, Megan enchaînait les passe-temps coûteux équitation, poterie, leçons de guitare abandonnant chacun après quelques mois, avec mes parents finançant joyeusement le suivant. Au lycée, j'avais accepté ma place dans la hiérarchie familiale. J'ai cessé de chercher l'approbation et je me suis plutôt concentré sur l'indépendance. Tandis que Megan passait son lycée à faire la fête avec un groupe d'amis changeants, je maintenais de solides notes, je travaillais à temps partiel dans une quincaillerie locale, et j'économisais chaque euro que je pouvais. Mes parents semblaient plus préoccupés par mon manque de vie sociale que fiers de mon éthique de travail. Lorsque les lettres d'acceptation des universités sont arrivées, j'ai reçu une bourse partielle pour le programme de commerce de l'université d'État. La réaction de mes parents a été tiède, nous espérions que tu viserais quelque chose de plus prestigieux. 1 an plus tard, lorsque Megan a été acceptée dans la même université sans bourse, mes parents rayonnaient de fierté. Elle aura la pleine expérience universitaire, sans être distraite par le travail. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision qui allait définir ma vie d'adulte, je paierai mes propres études. La bourse partielle couvrait environ 40% de mes frais de scolarité, mais j'ai refusé de prendre un centime de mes parents ou de m'endetter excessivement avec des prêts étudiants. Cela signifiait travailler beaucoup. Mon emploi du temps pendant ces 4 années a été brutal. Je me levais à 5 heures du matin pour faire le service d'ouverture dans un café près du campus jusqu'à 9 heures, j'assistais à mes cours jusqu'à 14 heures, je travaillais à la bibliothèque universitaire jusqu'à 19 heures, puis je servais des tables dans un restaurant local jusqu'à minuit. Les week-ends signifiaient des doubles services au restaurant. Le sommeil était un luxe que je pouvais rarement me permettre. C'est pendant ma 2e année, en servant des tables, que j'ai rencontré Alice. Elle était étudiante en soins infirmiers, avec un emploi du temps tout aussi chargé, cours le jour, bénévolat à l'hôpital le soir. Nous nous sommes liés par notre épuisement mutuel et notre détermination. Alice comprenait ma motivation d'une manière que ma famille n'a jamais comprise. Elle est devenue mon plus grand soutien, ne se plaignant jamais lorsque je devais annuler des projets à cause du travail ou des études. « Tu construis quelque chose », disait-elle. La plupart des gens de notre âge ne font que dériver. Ma première véritable exposition à l'immobilier est survenue pendant ma 3e année, lorsqu'un client régulier du café a mentionné qu'il avait besoin d'aide pour gérer plusieurs propriétés locatives. Le salaire était modeste, mais l'éducation était inestimable. J'ai appris la sélection des locataires, l'entretien des biens,
Et, plus important encore, comment l'immobilier pouvait créer de la richesse au fil du temps. Cette connaissance a allumé en moi un feu qui ne s'est jamais éteint. Le contraste saisissant entre ma vie et celle de Megan a continué pendant l'université. Tandis que je jonglais avec 3 emplois et un programme de cours complet, Megan a changé de spécialisation 3 fois, a maintenu un dossier académique inégal et dépendait entièrement de nos parents pour son soutien. Lorsque sa voiture est tombée en panne pendant sa 2e année, nos parents lui ont immédiatement acheté une nouvelle Honda Civic. Pendant ce temps, je me levais 30 minutes plus tôt pour prendre le bus à travers la ville pour mon service du matin. Cette voiture a été le point de rupture pour moi. Je me souviens d'avoir appelé à la maison depuis l'arrière-salle du café pendant ma pause, mes mains sentant encore les grains de café. Alors, Megan a eu une nouvelle voiture, ai-je demandé, en essayant de garder ma voix neutre. Elle a besoin d'un transport fiable, Campbell, a expliqué ma mère, comme si j'étais déraisonnable d'en parler. Et moi non. Je cumule 3 emplois et je suis un programme de cours complet. Mon père a pris le téléphone. Campbell, nous n'allons pas avoir cette conversation. Quand tu seras parent, tu comprendras que des enfants différents ont des besoins différents. Des besoins différents. Cette phrase a résonné dans ma tête pendant des jours. C'était leur façon de justifier le traitement injuste, sans admettre la simple vérité, ils préféraient Megan. Cette nuit-là, en marchant vers l'arrêt de bus après mon service au restaurant, épuisé et sentant la friture, je me suis fait une promesse. Je n'attendrai plus jamais rien de mes parents, et je bâtirai mon propre succès si complètement que leur approbation deviendrait sans importance. J'ai obtenu mon diplôme universitaire avec une licence en administration des affaires, une modeste moyenne de 3,6, et moins de 10 000 € de dettes étudiantes, un miracle, compte tenu du coût de l'éducation. Plus important encore, j'avais 4 ans d'expérience professionnelle pratique, alors que beaucoup de mes camarades de classe n'en avaient aucune. Cet avantage m'a aidé à décrocher un poste de débutant chez Meridian Financial Services, une entreprise de taille moyenne spécialisée dans la gestion de patrimoine. Le salaire de départ n'avait rien de spectaculaire, mais il offrait une stabilité et des avantages dont je n'avais jamais bénéficié auparavant. Pour la première fois depuis des années, je n'avais pas besoin de cumuler plusieurs emplois juste pour joindre les 2 bouts. Pendant ma semaine d'intégration chez Meridian, j'ai rencontré Marcus Turner, un autre nouvel employé qui partageait mon intérêt pour l'investissement immobilier. Contrairement à moi, Marcus venait d'une famille de professionnels de l'immobilier et avait absorbé des connaissances sur le marché depuis son enfance. Nous sommes rapidement devenus amis, passant nos pauses déjeuner à discuter de stratégies d'investissement et des tendances du marché. La plupart des gens de notre âge dépensent tout ce qu'ils gagnent, a observé Marcus lors d'une de nos conversations. Si nous vivons en dessous de nos moyens maintenant et que nous investissons la différence, nous aurons des kilomètres d'avance dans 10 ans. J'ai pris cette philosophie à cœur. Alors que beaucoup de mes collègues amélioraient leur style de vie avec leur premier salaire professionnel, nouvelle voiture, appartement en centre-ville, week-end d'escapade, j'ai maintenu ma frugalité d'étudiant. J'ai trouvé l'appartement acceptable le moins cher possible, en colocation avec 2 personnes pour minimiser les coûts. J'apportais mon déjeuner de la maison tous les jours, j'ai gardé mon vieux téléphone à clapet bien après qu'il soit devenu une blague au bureau, et j'ai continué à prendre les transports en commun. Chaque euro disponible allait dans mon fonds maison. J'ai mis en place un virement automatique qui déplaçait 25% de chaque paie vers un compte d'épargne séparé avant que je ne sois tenté de le dépenser. J'ai profité de l'abondement de mon entreprise à mon 401K, mais j'ai gardé mes autres investissements liquides, sachant que j'aurais besoin d'un acompte conséquent plus tôt que tard. Cette période d'épargne extrême a duré 3 ans. J'ai manqué d'innombrables happy hours, j'ai refusé des week-ends d'escapade, et j'ai porté les 5 mêmes tenues de travail en rotation. Mes parents pensaient que j'étais inutilement ascétique. Megan se moquait ouvertement de mon style de vie chaque fois que je rentrais pour les vacances. « Tu gagnes un salaire décent maintenant », disait ma mère. « Pourquoi vivre comme si tu étais encore un étudiant fauché ?» Ce qu'ils ne comprenaient pas, c'est que chaque sacrifice me rapprochait de mon objectif. Je ne me privais pas. J'investissais dans mon avenir. Alice comprenait. À ce stade, elle avait terminé ses études d'infirmière et travaillait à l'hôpital universitaire. Notre relation s'était approfondie, surmontant les défis de nos emplois du temps exigeants et de nos ressources limitées. Le week-end, au lieu de rendez-vous coûteux, nous visitions des maisons à vendre dans les quartiers que nous aimions, en imaginant notre avenir. Un jour, lui disais-je en nous promenant dans des maisons que nous ne pouvions pas encore nous permettre, nous aurons notre propre chez nous. À la fin de ma 3e année chez Meridian,
mon dévouement au travail m'a valu une promotion au poste de conseiller financier junior, apportant une augmentation de salaire bienvenue. Plus important encore, mon fonds maison avait atteint près de 60 000 € assez pour un acompte dans certains quartiers. J'ai commencé à travailler avec Stéphanie Winters, une agent immobilier que Marcus m'avait recommandé. Contrairement aux agents tapas accent grave-l'œil qui dominaient les panneaux d'affichage locaux, Stéphanie était spécialisée dans la recherche de valeurs là où d'autres ne la voyaient pas, des propriétés avec de bonnes fondations dans des quartiers en transition, des maisons à rénover avec des éléments structurels solides, des saisies qui avaient juste besoin d'un peu de soin. La plupart des primo-accédants veulent tout clé en main, a-t-elle expliqué lors de notre première rencontre. Si vous êtes prêt à faire quelques travaux, vous pouvez accumuler de la valeur nette beaucoup plus rapidement. Après avoir visité des dizaines de propriétés sur plusieurs mois, je l'ai trouvé, une maison de style ranch des années 1950, dans un quartier plus ancien qui commençait à attirer de jeunes résidents. Le propriétaire précédent était décédé, et ses enfants étaient pressés de vendre. La maison nécessitait d'importantes mises à jour cosmétiques, mais l'inspection a révélé une construction solide, un toit neuf et des systèmes électriques mis à jour. Le prix demandé était de 240 000 €, dans la fourchette basse du marché pour la région en raison de l'intérieur démodé. J'ai offert 220 000 €, et après quelques négociations, nous nous sommes mis d'accord sur 230 000 €. Avec mon acompte de 60 000 €, j'ai obtenu un prêt hypothécaire avec des mensualités gérables, à peine plus élevées que ce que je payais en loyer. Le jour où j'ai reçu les clés a été l'un des moments les plus importants de ma vie. Je me suis tenu seul dans le salon vide de ma nouvelle maison, la lumière du soleil filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses, et j'ai ressenti un sentiment d'accomplissement qu'aucune réussite académique ne m'avait jamais procuré. C'était tangible, réel, quelque chose que j'avais créé par des années d'efforts ciblés. Ce soir-là, j'ai invité Alice, Marcus et quelques amis proches du travail à voir la maison. Nous nous sommes assis par terre dans le salon vide, mangeant de la pizza et buvant du champagne bon marché dans des gobelets en plastique. Il n'y avait pas encore de meubles, juste des possibilités et du potentiel. À Campbell, a trinqué Marcus, levant son gobelet. Le premier d'entre nous à faire le grand saut. J'étais impatient de partager ma réussite avec ma famille, malgré notre relation compliquée. Ce week-end-là, j'ai invité mes parents et Megan à voir la maison, espérant que peut-être, cette réalisation concrète leur vaudrait enfin leur approbation sincère. Ils sont arrivés avec 1 heure de retard. Mon père a fait le tour du salon d'un œil critique, pointant du doigt les armoires de cuisine démodées et la moquette usée. Ma mère a fait des commentaires polis mais forcés sur le potentiel de l'espace, sur le ton qu'elle réservait aux clients à budget limité. Megan a erré dans les pièces, souriant avec mépris devant les sanitaires couleur or de la salle de bain. C'est certainement une première maison, a dit ma mère, avec l'accent sur première, comme pour me rappeler que ce n'était pas une véritable réussite dans ce quartier. Le quartier est en plein essor, ai-je expliqué. Les prix de l'immobilier ont augmenté de 15% au cours des 2 dernières années. Mon père a haussé les épaules. Eh bien, tout le monde doit commencer quelque part. Megan cherche des appartements en centre-ville, un emplacement beaucoup plus pratique. Je n'ai pas pris la peine de mentionner que la recherche d'appartements de Megan en centre-ville était entièrement financée par eux, alors que j'avais économisé pendant des années pour m'offrir ma première maison. La comparaison était implicite, comme elle l'avait toujours été. Ils sont restés moins de 30 minutes avant de prétexter un autre engagement. Alors que leur voiture s'éloignait, j'ai ressenti le mélange familier de déception et de colère que j'avais connu toute ma vie. Mais cette fois, quelque chose était différent. Debout sur le porche de ma propre maison, achetée avec mon propre argent, j'ai réalisé que leur approbation avait perdu son pouvoir sur moi. Une semaine plus tard, j'ai organisé une véritable pendaison de crémaillère avec des amis qui ont sincèrement célébré mon succès. Alice m'a aidé à disposer les meubles d'occasion que j'avais achetés. Marcus a apporté des outils et a proposé son aide pour les projets de rénovation à venir. Mon superviseur du travail, Trevor Blackwell, a apporté une bouteille de scotch cher comme cadeau de pendaison de crémaillère et a passé la soirée à parler du marché immobilier local. Vous avez fait un choix judicieux, m'a dit Trevor, en faisant un geste avec son verre vers le jardin. C'est en constituant un capital jeune que la richesse commence. Alors que mes amis remplissaient la maison de rire et de soutien sincère, j'ai réalisé que j'avais créé quelque chose que mes parents ne m'avaient jamais donné, un cercle de personnes qui m'appréciaient pour ce que j'étais exactement, et non pour ce qu'ils souhaitaient que je sois. Avec les clés de ma propre maison tintantant dans ma poche, je me suis lancé dans ce qui allait devenir un parcours de rénovation de 2 ans. Chaque week-end est devenu un atelier de bricolage.
J'ai commencé par les mises à jour les plus urgentes, arracher la moquette tachée pour révéler des parquets en bois dessous qui n'avaient besoin que d'être poncés, remplacer le vieux chauffe-eau, et réparer le robinet de cuisine qui fuyait. YouTube est devenu mon université de la rénovation personnelle. Je passais mes pauses déjeuner à regarder des vidéos sur la pose de carrelage, la réparation de cloisons sèches et la plomberie de base. Les quincailleries locales proposaient des ateliers de week-end sur l'entretien de la maison, que je suivais religieusement. Ce que je ne pouvais pas apprendre à faire moi-même, je le troquais, aidant un collègue avec ses impôts en échange de son expertise pour poncer les parquets. Marcus s'est avéré inestimable pendant ce processus. Ayant grandi en aidant son père à entretenir des propriétés locatives, il savait se servir des outils électriques et était généreux de son temps. Nous avons établi une routine, le samedi matin au magasin de bricolage, suivie d'une journée complète de travaux de rénovation, se terminant par de la nourriture à emporter et des bières fraîches, au milieu de la poussière et des progrès. Tu constitues de la valeur par ton travail, disait Marcus en admirant une pièce fraîchement peinte ou une crédence installée avec succès. Chaque heure que tu y consacres ajoute de la valeur. Ma vie professionnelle progressait parallèlement à mes améliorations domiciliaires. Chez Méridian Financial, Trevor avait remarqué mon éthique de travail et mon sens des affaires. 18 mois après l'achat de ma maison, j'ai été promu conseiller financier, avec mon propre petit portefeuille de clients, ce qui a entraîné une autre augmentation de salaire bienvenue, que j'ai immédiatement investi dans des matériaux de rénovation de meilleure qualité. Alice était devenue une présence constante dans ma vie et dans ma maison. Bien que nous ayons conservé des résidences séparées, son appartement était plus proche de l'hôpital où elle travaillait, et elle passait la plupart des week-ends à aider aux rénovations. Elle avait un œil pour le design qui complétait mon approche pratique, suggérant des couleurs de peinture et des luminaires qui transformaient les espaces démodés en quelque chose de frais et d'accueillant. À mesure que la maison passait d'une ruine à rénover à un foyer confortable, le contraste entre ma vie et les attentes de ma famille devenait de plus en plus flagrant. Cette tension a atteint son paroxysme environ 2 ans après l'achat de la maison, lorsque mes parents et Megan se sont présentés à l'improviste un samedi après-midi. J'étais dans le jardin en train de construire une terrasse avec Marcus et Alice quand j'ai entendu la sonnette, encore couvert de sueur et portant des gants de travail. J'ai ouvert la porte d'entrée pour trouver ma famille là, habillée comme pour un brunch au restaurant. Megan avait amené son nouveau petit ami, Kevin, un type à l'allure lisse, portant des lunettes de soleil de créateur et une montre qui coûtait probablement plus que ma mensualité hypothécaire. Campbell. On était dans le coin et on a pensé passer voir comment avance la maison, a annoncé ma mère, entrant déjà sans attendre d'invitation. L'heure qui a suivi a été atroce. Ma mère a critiqué les couleurs de peinture qu'Alice et moi avions soigneusement choisies. Un choix audacieux pour un si petit espace, a-t-elle commenté à propos du mur d'accent bleu marine de la salle à manger. Mon père a examiné la terrasse en construction avec un scepticisme visible, posant des questions pointues pour savoir si j'avais obtenu les permis nécessaires. Megan et Kevin ont erré dans la maison, chuchotant entre eux et ricanant de temps en temps. Alors que nous nous tenions tous maladroitement dans la cuisine, la seule pièce que j'avais entièrement rénovée avec de nouveaux placards, comptoirs et appareils électroménagers, j'ai entendu Megan parler à Kevin d'une voix qu'elle pensait basse. « Ne t'inquiète pas de la simplicité de tout ça ici », a-t-elle dit. « Mes parents nous aideront à trouver un endroit beaucoup plus agréable une fois qu'on aura décidé où on veut vivre. » Kevin a hoché la tête en ajustant sa montre chère. « Bien. Je pensais à au moins 300 mètres carrés, peut-être à Riverside ou à Oakwood. » J'ai fait semblant de ne pas entendre, mais la main d'Alice a trouvé la mienne sous le comptoir et l'a serrée en signe de soutien. Marcus, sentant la tension, a prétexté avoir besoin de plus de vis de terrasse et est parti avec un regard compatissant dans ma direction. Avant de partir, mon père m'a pris à part dans le couloir. « Ta mère et moi avons réfléchi », a-t-il commencé, sur le ton qui précédait toujours une suggestion importune. Megan a du mal à trouver un appartement convenable avec son salaire de débutante. Puisque tu as tout cet espace maintenant, peut-être pourrais-tu envisager de la laisser rester dans ta chambre d'amis pendant quelques mois, juste le temps qu'elle s'installe. La demande était si présomptueuse que j'ai eu du mal à répondre un instant. Megan avait obtenu son diplôme il y a plus d'1 an avec un diplôme en communication et travaillait comme coordinatrice des réseaux sociaux pour une boutique locale quand elle daignait se présenter. L'idée qu'elle emménage dans la maison pour laquelle j'avais sacrifié des années, alors qu'elle continuait de recevoir des subventions parentales, était absurde. « Papa, ça ne marcherait pas pour diverses raisons, ai-je finalement répondu. Je suis encore en train de rénover, pour commencer, et Megan et moi avons des modes de vie très différents. Il a froncé les sourcils,
clairement mécontent de ma réponse. La famille, ça s'entraide, Campbell. Ta sœur a besoin de soutien en ce moment. Je subviens à mes besoins depuis que j'ai 18 ans, ai-je fait remarquer. Il est peut-être temps que Megan apprenne à faire de même. La conversation s'est terminée là, mais la demande avait semé un germe de malaise. Pour la première fois, j'ai commencé à me demander si mes parents s'attendaient à ce que je devienne le filet de sécurité de Megan une fois que leurs ressources seraient épuisées. Cette suspicion a été renforcée lors du dîner de Thanksgiving quelques mois plus tard. Rassemblés autour de la table de salle à manger formelle de mes parents, ma mère a fait teinter son verre pour faire une annonce. Megan a une nouvelle excitante à partager, a-t-elle rayonné. Megan s'est redressée sur sa chaise, rejetant ses cheveux en arrière de façon spectaculaire. J'ai décidé de quitter mon travail chez Everly Boutique, a-t-elle annoncé. L'environnement étouffait ma créativité. Je vais prendre un peu de temps pour me trouver et explorer des opportunités plus en phase avec ma marque personnelle. Mes parents ont hoché la tête avec approbation, comme si quitter un emploi stable sans en avoir un autre en vue était un signe de courage plutôt que d'irresponsabilité. Quand j'ai suggéré qu'il serait peut-être sage de trouver un autre poste d'abord, la réponse a été immédiate et unanime. Tout le monde ne veut pas être enchaîné à un bureau à pousser des papiers, Campbell, a cassé Megan. Ta sœur a besoin de trouver sa passion, a ajouté ma mère sur la défensive. Nous soutenons sa décision, a conclu fermement mon père. Parfois, il faut prendre des risques pour trouver sa voie. Je me suis mordu la langue, me souvenant de tous les risques que j'avais pris sans leur soutien émotionnel ou financier. Plus tard dans la soirée, alors que mon père et moi étions seuls dans la cuisine, il a mentionné nonchalamment qu'avec Megan au chômage, il devrait peut-être se serrer la ceinture. Ta mère et moi ne rajeunissons pas, a-t-il dit en chargeant la vaisselle dans le lave-vaisselle. Nous espérions augmenter nos cotisations de retraite cette année, mais en aidant Megan, ce ne sera peut-être pas possible. L'implication flottait dans l'air, je m'en sortais bien financièrement, donc peut-être que je devrais contribuer au pot familial. J'ai délibérément changé de sujet, mais la conversation m'a laissé profondément mal à l'aise. C'est mon oncle Jim, le frère de mon père, qui m'a offert une perspective inattendue lors de cette même visite de Thanksgiving. Alors que nous sortions prendre l'air après le dîner, il a hoché la tête en direction de ma berline d'occasion certifiée, récemment achetée, dans l'allée. Belle voiture, pratique, a-t-il commenté. Tu as toujours eu la tête sur les épaules, Campbell. Merci, oncle Jim. Parfois, je pense que mes parents préféreraient que je fasse des choix plus tape à accent grave-l'œil. Il a gloussé sans humour. Robert et Diana ont toujours eu un angle mort en ce qui concerne Megan. C'est comme ça depuis sa naissance. Nous sommes restés silencieux un moment avant qu'il n'ajoute « Je respecte ce que tu as bâti par toi-même ». Peu de jeunes auraient ta discipline. C'était la première fois que quelqu'un dans ma famille reconnaissait mon indépendance comme une force plutôt qu'une bizarrerie ou une déficience. Cette brève conversation avec l'oncle Jim m'a apporté une validation dont je n'avais pas réalisé que je manquais encore. À cette époque, Marcus et moi avons commencé à discuter de la possibilité d'un partenariat commercial formel. Ce qui avait commencé comme des conversations informelles sur l'investissement immobilier avait évolué en un plan concret. Nous avions tous deux économisé de manière agressive et avions des compétences complémentaires, mes capacités d'analyse financière associées à ces connaissances pratiques de la gestion immobilière et de la rénovation. On pourrait commencer petit, a suggéré Marcus lors d'une de nos sessions de rénovation du week-end, trouver une propriété en difficulté, la rénover, et soit la louer pour un flux de trésorerie, soit la revendre pour un profit rapide. L'idée était excitante, mais j'étais prudent. Laisse-moi d'abord finir de mettre cet endroit comme je le veux, lui ai-je dit. Ensuite, je serai prêt à me lancer dans un autre projet. Je ne savais pas que des facteurs externes allaient bientôt accélérer ces plans d'une manière que je n'aurais jamais pu anticiper. Le catalyseur du prochain chapitre de ma vie est arrivé de manière inattendue, lors d'un examen de performance trimestriel au travail. Trevor avait toujours soutenu ma carrière, mais cet après-midi-là, il a fermé la porte de son bureau et a parlé avec une franchise inhabituelle. Campbell, j'ai observé ton travail avec nos clients, en particulier ton intérêt pour les portefeuilles immobiliers, a-t-il commencé. Il se passe quelque chose sur le marché qui pourrait t'intéresser personnellement. Il a expliqué que Westfield Development, une grande société immobilière commerciale, avait obtenu l'approbation d'un projet à usage mixte qui allait transformer plusieurs pâtés de maisons près de mon quartier. Il acquiert discrètement des propriétés résidentielles dans la région à des prix supérieurs, bien au-dessus de la valeur du marché.
Il garde un profil bas pour éviter la spéculation, a expliqué Trevor, en glissant une brochure sur son bureau. Mais en tant que résident de la zone cible, tu devrais savoir que ta propriété pourrait valoir beaucoup plus que tu ne le penses. Ce soir-là, j'ai appelé Marcus depuis ma voiture, dans le parking du bureau, trop excité pour attendre de rentrer chez moi. Nous avons convenu de nous retrouver immédiatement chez moi. Quand il est arrivé, nous avons étalé les plans de développement sur ma table de salle à manger et avons commencé à analyser l'impact potentiel. Il prévoit des commerces au rez-de-chaussée, des appartements de luxe au-dessus, et un hôtel-boutique sur le terrain d'angle, a noté Marcus, en traçant les schémas du doigt. Ta maison se trouve en plein dans la zone d'acquisition. Nous avons passé des heures à faire des recherches sur les projets précédents de Westfield, confirmant leur légitimité et leur soutien financier. Ce n'était pas une entreprise spéculative, la société avait 20 ans de succès dans le développement et était soutenue par un consortium d'investisseurs institutionnels. S'ils offrent des prix supérieurs au marché, tu pourrais envisager un gain substantiel, a conclu Marcus. Mais tu dois être stratégique à ce sujet. L'opportunité potentielle était exaltante, mais elle présentait un dilemme éthique. J'avais mis tout mon cœur et toute mon âme dans la rénovation de cette maison. Chaque pièce représentait d'innombrables week-ends de travail, de résolution de problèmes et de petites victoires. C'était devenu plus qu'une simple propriété, c'était la manifestation physique de mon indépendance. Cette nuit-là, après le départ de Marcus, je me suis assis sur ma terrasse arrière avec Alice, partageant une bouteille de vin tout en lui expliquant la situation. « Qu'en penses-tu » ai-je demandé après avoir exposé tous les détails. « Suis-je fou d'envisager de vendre après tout le travail que nous y avons mis ?» Alice a réfléchi à la question, en faisant tourner le vin dans son verre. « Cette maison représentait un objectif spécifique à un moment précis de ta vie, a-t-elle finalement dit. Tu voulais prouver que tu pouvais le faire seul, et tu l'as fait. Mais peut-être que tes objectifs ont évolué. Que veux-tu dire ? La maison elle-même n'est pas la réussite, Campbell. La réussite, c'est ce que tu as bâti, ton indépendance financière, tes compétences, ta confiance. Celle-ci t'accompagne où que tu vives. Sa perspective m'a aidé à clarifier ma pensée. Nous sommes restés éveillés tard, discutant des possibilités, investir le produit de la vente dans plusieurs propriétés locatives, accélérer le partenariat commercial avec Marcus, peut-être même acheter une maison plus grande où nous pourrions construire notre avenir ensemble. Le matin, j'avais pris ma décision. J'explorerais discrètement la possibilité de vendre à Westfield, mais je garderais le processus complètement confidentiel. Compte tenu des allusions de plus en plus fréquentes de ma famille au soutien financier et de la situation instable de Megan, je craignais qu'il n'essaie de s'immiscer dans tout gain que je pourrais recevoir. J'ai contacté Stéphanie, l'agent immobilier qui m'avait aidé à acheter la maison, en lui faisant jurer de garder le secret sur mes intentions. Elle a contacté discrètement l'équipe d'acquisition de Westfield, présentant ma propriété comme une acquisition potentielle sans me nommer comme propriétaire. La réponse a été immédiate et enthousiaste. En une semaine, Stéphanie a appelé avec une nouvelle qui a fait battre mon cœur. Westfield était prêt à offrir 740 000 € pour ma propriété, plus de 3 fois ce que j'avais payé à peine 3 ans plus tôt. Ils veulent aller vite, a conseillé Stéphanie. Leur calendrier de projet s'accélère, et votre propriété est dans un emplacement clé pour leur plan. Après avoir consulté un avocat immobilier pour examiner l'offre et les conditions, j'ai accepté. La période de diligence raisonnable a été brève, car Westfield avait déjà effectué des évaluations environnementales et structurelles de tout le quartier. Nous avons fixé une date de clôture 30 jours plus tard, avec un acompte important qui démontrait leur engagement. Pendant cette période, j'ai rencontré un conseiller financier non affilié à mon lieu de travail, pour éviter tout conflit d'intérêts, afin d'élaborer une stratégie pour le produit de la vente. Nous avons créé un plan diversifié qui me permettrait de 1. Acheter une nouvelle résidence principale dans un quartier plus établi, 2. Investir dans 2 propriétés locatives avec Marcus en tant que partenaires commerciaux, 3. Établir un portefeuille d'investissement à long terme pour une croissance future, et 4. Mettre de côté une partie pour les réserves de capital et les urgences. Un soir, alors qu'Alice et moi discutions de la façon d'aménager notre nouvelle maison potentielle, notre conversation s'est naturellement tournée vers notre avenir ensemble. Assis sur la terrasse arrière où nous avions passé tant de soirées, j'ai réalisé qu'il n'y avait aucune raison d'attendre plus longtemps. Alice, ai-je dit en lui prenant la main, ces 4 dernières années avec toi ont été les plus heureuses de ma vie. Tu m'as soutenu quand je cumulais 3 emplois à l'université. Tu as passé d'innombrables week-ends à m'aider à rénover cette maison.
Tu as compris mes objectifs quand même ma propre famille ne le faisait pas, veux-tu m'épouser? Son acceptation joyeuse a cimenté le sentiment que je prenais la bonne décision. Cette maison avait été la première étape de la construction de ma vie indépendante, mais il était temps de créer quelque chose de plus grand, un partenariat, un avenir, une famille de notre propre fabrication. À l'approche de la date de clôture, j'ai maintenu un secret absolu sur la vente. Au travail, j'ai mentionné à quelques collègues que j'y envisageais de déménager pour me rapprocher de l'hôpital d'Alice, mais sans donner de détails. À ma famille, je n'ai rien dit du tout, malgré des appels de plus en plus fréquents de mes parents. Par l'intermédiaire de l'oncle Jim, j'ai appris que mes parents soutenaient Megan encore plus largement que je ne l'avais imaginé. Ils avaient payé la caution et les 3 premiers mois de loyer de son précédent appartement, couvert son assurance auto et sa facture de téléphone, et lui prêtaient régulièrement de l'argent pour des dépenses de base qui ne semblaient jamais être remboursées. Ils ont refinancé leur maison l'année dernière, m'a confié l'oncle Jim lors d'un de nos déjeuners occasionnels. Je ne pense pas que leur compte de retraite soit là où ils devraient être à leur âge. Cette information a renforcé ma décision de garder la vente de la maison privée. Si mes parents compromettaient déjà leur retraite pour soutenir le style de vie de Megan, ils pourraient voir mon gain comme une solution à leurs difficultés financières. La clôture s'est déroulée sans accroc. Un jeudi après-midi, j'ai signé les derniers papiers et j'ai reçu la confirmation du virement bancaire, 740 000 €, moins le solde hypothécaire restant et les frais de clôture, déposés directement sur mon compte d'investissement nouvellement créé. Ce soir-là, en parcourant la maison vide une dernière fois, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions, fierté de ce que j'avais accompli, gratitude pour les opportunités que cela m'avait offertes, et excitation pour l'avenir. J'avais 30 jours pour quitter la propriété, ayant négocié un accord de location temporaire pour me donner le temps de trouver un nouveau logement. Le lendemain matin, j'ai reçu un texto de ma mère, dîner de famille ce samedi chez Rossini à 19 h. Sujets importants à discuter. Présence obligatoire. Le ton formel et le choix du lieu, un restaurant italien cher que mes parents réservaient pour les grandes occasions, ont immédiatement éveillé mes soupçons. J'ai confirmé ma présence, ajoutant que j'amènerais Alice. Juste la famille pour ce dîner, a répondu immédiatement ma mère. Alice fait partie de la famille, ai-je répondu, un petit acte de rébellion qui signalait le changement de dynamique de pouvoir qui allait se produire. Le ristorante Italiano Rossini occupait le rez-de-chaussée d'une demeure victorienne reconvertie dans le quartier historique, avec ses nappes blanches, son éclairage tamisé, et des prix qui me faisaient grincer des dents malgré ma récente manne. C'était le lieu de prédilection de mes parents pour les célébrations et les annonces importantes. Alors qu'Alice et moi franchissions l'entrée ornée, j'ai senti une tension familière dans mes épaules, la manifestation physique des dynamiques familiales qui avaient façonné toute ma vie. Mes parents et Megan étaient déjà assis à une table ronde, près du fond du restaurant. L'expression pincée de ma mère en voyant Alice a confirmé que sa présence était toujours malvenue, malgré mon insistance. Mon père s'est brièvement levé, offrant une poignée de main et un signe de tête superficiel. Campbell, Alice, a-t-il reconnu avant de se rasseoir. Megan n'a pas pris la peine de lever les yeux de son téléphone, ses cheveux récemment méchés tombant pour masquer son visage. Il n'y avait aucun signe de Kevin pour l'instant, bien qu'une chaise vide suggère qu'il était attendu. Tu as l'air en forme, a offert ma mère alors qu'Alice et moi prenions place. L'observation semblait sincère, quoique réticente. Cette nouvelle promotion doit te convenir. La conversation a péniblement progressé pendant que nous commandions des boissons et des apéritifs. Mon père s'est enquis de mon travail chez Méridian avec son détachement habituel. Ma mère a interrogé Alice sur son poste d'infirmière, bien que ces questions révèlent qu'elle n'avait presque rien retenu de nos conversations précédentes sur la carrière d'Alice. Megan s'est finalement engagée lorsque le sujet s'est tourné vers sa dernière recherche d'emploi. J'ai eu un entretien chez Luminou Media la semaine dernière, a-t-elle annoncé, nommant une agence de marketing de niche connue pour son recrutement sélectif et ses bureaux branchés en centre-ville. Ça s'est très bien passé, mais je ne suis pas sûr que le package de rémunération corresponde à mes exigences. Mon père a hoché la tête avec approbation. Pas besoin de te contenter de moins. La bonne opportunité reconnaîtra ta valeur. J'ai ravalé un commentaire sur la valeur d'avoir réellement un revenu tout en cherchant la bonne opportunité. Megan était au chômage depuis près de 4 mois à ce stade, sa plus longue période à ce jour. Kevin est arrivé avec 20 minutes de retard, se glissant sur sa chaise sans s'excuser de son retard. Bien qu'il soit chroniquement au chômage, il parvenait d'une manière ou d'une autre à s'habiller exclusivement en vêtements de marque. Aujourd'hui,
il arborait un blazer que j'ai reconnu d'un récent magazine comme coûtant bien plus de 1000 €. La circulation était dingue, a-t-il marmonné, attrapant immédiatement la bouteille de vin et se servant un verre généreux. Le serveur est arrivé pour prendre nos commandes de dîner, offrant un bref répit à la conversation tendue. Dès son départ, cependant, mon père s'est raclé la gorge, de la manière dont il le faisait toujours avant de faire une annonce. Nous vous avons demandé de venir ce soir parce qu'il y a des affaires de famille à discuter, a-t-il commencé, son ton formel, comme s'il s'adressait à un conseil d'administration plutôt qu'à son fils. Ma mère a repris le fil. Comme vous le savez, Meghan traverse une période de transition professionnelle. Le marché du travail dans son domaine est extrêmement compétitif, et le coût de la vie dans cette région est ridicule, a interjeté Meghan. Le loyer pour quelque chose de décent est complètement inabordable avec un salaire de débutant. J'ai hoché la tête sans m'engager, sentant déjà où cette conversation menait, mais curieux de voir comment ils allaient la présenter. Kevin et Meghan cherchent un endroit qui leur donnerait assez d'espace sans se ruiner, a continué ma mère, quelque chose dans un quartier décent, avec de la place pour que Meghan installe son bureau à domicile pour des projets en freelance. Mon père est intervenu, son ton suggérant qu'il présentait une solution qui profiterait à tout le monde. Nous avons réfléchi à cette situation sous tous les angles, et nous avons trouvé un arrangement qui a du sens pour toute la famille. Meghan a choisi ce moment pour lancer la phrase qu'elle avait clairement répétée. Me regardant directement pour la première fois de la soirée, un sourire narquois jouant au coin de ses lèvres, elle a annoncé « Maman et papa ont dit que j'emménageais dans ta maison ». La déclaration est restée suspendue dans l'air un instant. La main d'Alice a trouvé la mienne sous la table alors que je digérais non seulement les mots, mais aussi la certitude arrogante avec laquelle ils avaient été prononcés. « Ta maison a 3 chambres », a expliqué ma mère, comme si j'avais pu oublier le plan de ma propre maison. « Tu es célibataire et tu as un bon travail. Tu n'as pas besoin de tout cet espace. Il est logique que Meghan et Kevin l'utilisent pendant qu'ils s'installent. On prendrait bien soin de l'endroit, a ajouté Kevin avec magnanimité, comme s'il me rendait un service. J'ai déjà commencé à planifier comment transformer ton bureau en mon studio de yoga et de méditation, a continué Meghan, en faisant défiler son téléphone pour me montrer un tableau Pinterest intitulé « Transformation espace zen ». Mon père s'est penché en avant, passant à ce qu'il considérait clairement comme la conclusion d'un accord négocié avec succès. Et tu peux revenir vivre chez nous temporairement. Cela nous donnerait, à ta mère et à moi, une chance de te voir plus souvent, et tu pourrais économiser sur les dépenses pendant un certain temps. L'absurdité de la situation aurait pu être comique si elle n'avait pas été si exaspérante. Ils avaient planifié tout ce scénario sans jamais considérer que je pourrais m'opposer à être déplacé de ma propre maison pour accommoder le refus de Meghan de subvenir à ses propres besoins. J'ai regardé autour de la table, leur visage plein d'attente, et j'ai pris une décision en une fraction de seconde. J'avais prévu de leur parler de la vente de la maison, éventuellement, mais pas comme ça, pas en réaction à leur demande présomptueuse. Pourtant, le moment exigeait une vérité sans phare. C'est une suggestion intéressante, ai-je dit, en gardant ma voix calme et égale. Mais il y a un problème important avec votre plan. Lequel, a demandé ma mère, son ton suggérant que tout obstacle que je pourrais soulever serait facilement surmonté. Je ne suis plus propriétaire de la maison. Un temps de silence, puis un rire nerveux de mon père. Bien sûr que tu es propriétaire de la maison. On t'a aidé à déménager des meubles l'année dernière. Je l'ai vendue, ai-je déclaré simplement. La clôture a eu lieu jeudi dernier. Le visage de ma mère s'est figé dans une expression d'incrédulité. Ce n'est pas possible. Tu nous l'aurais dit si tu vendais ta maison. Plutôt que de discuter davantage, j'ai mis la main dans la poche de ma veste et j'ai sorti les documents de clôture que j'avais apportés, ne prévoyant pas de les partager ce soir, mais heureusement préparés. J'ai fait glisser les papiers sur la table, l'entête en grave déclaration de règlement est clairement visible en haut, ainsi que le prix de vente, 740 000 €. Le visage de mon père a perdu ses couleurs en fixant le document. Ma mère a eu un hoquet de surprise. Meghan a arraché les papiers, ses yeux s'écarquillant en enregistrant le prix de vente. 740 000 €, a-t-elle balbutié. Ce n'est pas possible. Ta maison ne vaut pas autant. Westfield Développement construit un complexe à usage mixte dans le quartier, ai-je expliqué. Ils avaient besoin de mon terrain pour leur projet et étaient prêts à payer une prime. Kevin, soudainement intéressé, s'est penché par-dessus l'épaule de Meghan pour examiner les documents. C'est une sacrée somme, a-t-il remarqué, un nouveau calcul se déroulant visiblement derrière ses yeux.
ma mère a été la première à se reprendre, son choc se transformant rapidement en un mélange d'indignation et de calcul. Pourquoi prendrais-tu une décision aussi importante sans consulter la famille? Cela nous concerne tous. En quoi, exactement, la vente de ma propre maison vous concerne-t-elle? Ai-je demandé, sincèrement curieux de voir comment elle allait formuler sa réponse. Eh bien, pour commencer, cela compromet complètement notre solution pour le logement de Mégane, a-t-elle répondu, comme si c'était une évidence. Et maintenant, tu as tout cet argent qui traîne, a ajouté Mégane d'un ton accusateur. De l'argent qui pourrait aider la famille. J'ai regardé Alice, qui m'a fait un subtil signe de tête de soutien. En fait, le produit de la vente est déjà alloué, les ai-je informés. Une partie est destinée à une nouvelle résidence principale pour Alice et moi. Alice et toi, a répété ma mère. Oui, ai-je confirmé. Nous sommes fiancés. Alice a tendu sa main gauche, montrant la bague de fiançailles que nous avions choisie ensemble le week-end précédent, modeste mais élégante, comme Alice elle-même. Plutôt que de nous féliciter, mes parents ont échangé des regards alarmés, recalculant clairement comment ce développement affectait leur accès à mes ressources. Tu ne dépenses sûrement pas tout le montant pour une maison, a insisté mon père. Avec un tel gain, il y aurait une opportunité d'aider les membres de la famille dans le besoin. Le reste est investi, ai-je répondu vaguement, sans mentionner les plans spécifiques pour les propriétés locatives avec Marcus. Kevin, jamais du genre subtil, est allé droit au but. Écoute, j'ai développé des concepts commerciaux qui ont juste besoin d'un capital de départ. Avec ton expérience financière et ma vision créative, on pourrait s'associer sur quelque chose de vraiment révolutionnaire. Quel genre de concepts commerciaux, ai-je demandé, sachant déjà qu'il n'y aurait pas de réponse cohérente. De la technologie de rupture, principalement. Des applications qui connectent les consommateurs à des expériences. J'ai des maquettes et tout. Sa réponse vague a confirmé mes soupçons. Mon père, sentant la conversation s'éloigner de leurs résultats prévus, a tenté de reprendre le contrôle. Campbell, je pense que nous devons avoir une discussion sérieuse sur la responsabilité familiale. Ta sœur a besoin de soutien en ce moment, et tu es en mesure de le lui fournir. Je subviens à mes besoins depuis que j'ai 18 ans, ai-je répondu, la voix calme mais ferme. J'ai cumulé 3 emplois pendant l'université. J'ai économisé pendant des années pour acheter cette maison. Je l'ai rénovée de mes propres mains, le soir et le week-end. À aucun moment, personne dans cette famille n'a proposé de m'aider. C'est parce que tu n'avais pas besoin d'aide, a interjeté ma mère. Tu as toujours été autonome. Et Mégane a toujours été dépendante, ai-je rétorqué. Avez-vous déjà envisagé qu'en la sauvant constamment, vous l'empêchez de développer les compétences dont elle a besoin pour subvenir à ses propres besoins? Le visage de Mégane a rougi de colère. Ce n'est pas parce que tu as un besoin pathologique de faire tes preuves que tout le monde doit lutter inutilement. La famille est censée s'entraider. Je suis entièrement d'accord, ai-je répondu. La famille devrait s'entraider, mais aider ne signifie pas toujours des renflouements financiers. Parfois, une aide réelle signifie encourager l'indépendance et la responsabilité personnelle. L'expression de mon père s'est durcie. Donc, tu refuses d'aider ta sœur après ton gain inattendu? Cela semble remarquablement égoïste. L'accusation m'aurait autrefois blessé, mais ce soir-là, entourée de leur tentative transparente d'accéder à mes ressources, elle a simplement confirmé ce que j'avais longtemps soupçonné mais jamais pleinement reconnu, à leurs yeux, ma principale valeur pour la famille était devenue financière. Je ne refuse pas d'aider Mégane, ai-je clarifié. Je refuse d'encourager une dépendance continue. Il y a une différence. Les yeux de ma mère se sont plissés. Et notre retraite? As-tu envisagé que le soutien à Mégane a eu un impact sur notre sécurité financière? Ne méritons-nous pas une certaine considération après tout ce que nous avons fait? De l'autre côté de la table, j'ai croisé le regard de l'oncle Jim, qui était assis au bar. Je ne l'avais pas remarqué plus tôt, mais son léger signe de tête suggérait qu'il avait observé notre drame familial se dérouler. Sa présence m'a donné un regain de confiance inattendu. J'ai tout considéré très attentivement, ai-je assuré à mes parents. C'est pourquoi l'argent a déjà été investi. Il ne dort pas sur un compte courant, en attente d'être distribué. Mégane a repoussé sa chaise brusquement, les pieds crissant contre le carrelage. Tu gâches tout, a-t-elle sifflé, des larmes de frustration montant à ses yeux. Tu ne supportes tout simplement pas de me voir heureuse. Ça n'a rien à voir avec ton bonheur, Mégane,
ai-je répondu fermement. Ça a tout à voir avec le fait de créer une vie basée sur mes propres efforts plutôt que sur les ressources des autres. Allez, chérie, a marmonné Kevin, perdant soudainement tout intérêt maintenant que la perspective d'argent facile s'était évaporée. Partons d'ici. Alors que Megan sortait en trombe, suivie de Kevin, mes parents sont restés assis, dans un silence stupéfait, leur plan soigneusement orchestré en ruine. Le reste de la conversation du dîner a été tendu et bref. Mon père a fait une dernière tentative pour suggérer qu'un prêt pour les aider à augmenter leur cotisation de retraite serait peut-être approprié, mais son cœur n'y était pas. Quand l'addition est arrivée, je l'ai payé sans discuter, un petit geste qui symbolisait néanmoins le changement de dynamique de pouvoir entre nous. Dehors, devant le restaurant, Alice et moi nous sommes tenus dans l'air frais du soir, digérant ce qui venait de se passer. « Ça va ?» a-t-elle demandé, son inquiétude évidente. Étonnamment, oui, ai-je répondu, réalisant que c'était vrai. Pour la première fois de ma vie, je me sens complètement clair sur ma relation avec ma famille. De l'entrée du restaurant, l'oncle Jim a émergé et s'est approché de nous avec un sourire ironique. « Sacrée performance là-dedans », a-t-il commenté. « Ça couvait depuis longtemps, si vous voulez mon avis. » Alors que nous marchions vers nos voitures, j'ai senti à la fois le poids d'années de dynamique familiale et la légèreté de me tenir enfin fermement dans ma vérité. La route à venir serait peut-être compliquée, mais pour la première fois, je la naviguais entièrement selon mes propres termes. Les jours qui ont suivi la confrontation au restaurant ont apporté une avalanche de tentatives de communication de la part de ma famille. Mon téléphone vibrait constamment de textos de ma mère, allant de la culpabilisation, j'ai pleuré toute la nuit après le dîner, à la manipulation, la tension artérielle de ton père est au plus haut à cause de ce stress. Megan alternait entre des accusations de colère, tu as toujours été jaloux de moi, et des appels désespérés, je t'aiderai si la situation était inversée. J'ai répondu de manière minimale, accusant réception de leurs messages sans m'engager dans la manipulation émotionnelle. Alice, avec son expérience dans le domaine de la santé, m'a offert une perspective précieuse. Ce qu'ils font, c'est essayer de te ramener dans de vieux schémas, a-t-elle observé alors que nous trions des cartons de déménagement dans notre appartement temporaire. Nous avions trouvé une location à court terme en cherchant notre nouvelle maison. Chaque fois que tu refuses de réagir comme ils s'y attendent, tu perturbes le schéma. L'oncle Jim est devenu un allié inattendu pendant cette période tumultueuse. Nous nous sommes rencontrés pour un café un matin, environ une semaine après le désastre du dîner, et il a partagé des aperçus des dynamiques de ma famille qui m'ont aidé à traiter des décennies de confusion. Ton père et moi avons grandi avec des attentes similaires de la part de nos parents, a-t-il expliqué, en remuant pensivement son café noir. La différence, c'est que je me suis émancipé très tôt. Robert est resté dans le schéma, et maintenant il le recrée avec toi et Megan. Savais-tu qu'ils ont refinancé leur maison pour aider Megan, ai-je demandé. L'oncle Jim a hoché la tête d'un air sombre. Et ce n'est pas la première fois. Ils ont aussi retiré des fonds propres quand elle est allée à l'université, malgré le fait qu'ils avaient un fonds d'études pour elle auquel ils contribuaient depuis des années. Qu'est-il arrivé au fonds d'études? Ils l'ont laissé l'utiliser pour une année sabbatique en Europe après le lycée. Ils ont appelé ça une expérience éducative. Cette information a aidé à compléter le puzzle de la situation financière de ma famille. Ils avaient systématiquement compromis leur propre sécurité pour maintenir le style de vie de Megan. Et maintenant que leurs ressources diminuaient, ils s'étaient naturellement tournés vers moi, le membre de la famille financièrement stable, comme prochaine source de soutien. 2 semaines après notre confrontation, la situation a radicalement dégénéré lorsque mes parents se sont présentés à l'improviste sur mon lieu de travail. J'étais en réunion avec un client lorsque mon assistante m'a interrompu pour m'informer que mes parents étaient à la réception, refusant de partir tant qu'ils ne m'auraient pas parlé. Gêné et en colère, je me suis excusé de la réunion et je les ai trouvés assis, raides, dans les fauteuils des visiteurs, ma mère serrant son sac à main de créateur, mon père arborant l'expression sévère qu'il réservait aux conversations disciplinaires sérieuses quand j'étais enfant. C'est complètement inapproprié, leur ai-je dit à voix basse. Je suis avec un client. Tu as évité nos appels, a répondu mon père, assez fort pour que des têtes se tournent dans le bureau ouvert. Tu ne nous laisses pas d'autre choix que d'aborder cela en personne. Trevor, sortant de son bureau à cause de l'agitation, s'est approché avec une expression inquiète. Tout va bien ici, Campbell? Mes parents s'en allaient justement, ai-je répondu fermement. Je les appellerai ce soir. Nous ne partons pas tant que nous n'aurons pas discuté de la situation de Megan, a insisté ma mère, la voix montant.
Elle a été expulsée de son appartement parce qu'elle comptait emménager dans ta maison. Trevor, maintenant pleinement conscient du drame personnel qui se déroulait dans notre espace professionnel, est intervenu en douceur. Monsieur et Madame Henderson, je suis Trevor Blackwell, le superviseur de Campbell. Bien que je comprenne que les affaires de famille puissent être urgentes, c'est un lieu de travail. Je dois insister pour que vous poursuiviez cette discussion en dehors des heures de bureau. Mon père, peu habitué à voir son autorité contestée, a commencé à objecter, mais quelque chose dans le regard stable de Trevor l'a fait reconsidérer. Avec une réticence évidente, mes parents se sont laissés escorter jusqu'à l'ascenseur, ma mère lançant par-dessus son épaule, « Ce n'est pas fini, Campbell ». Quand je suis retourné à mon bureau après avoir terminé la réunion avec le client, j'ai trouvé un message de Trevor me demandant de passer à son bureau avant la fin de la journée. M'attendant à une réprimande pour la scène non professionnelle, j'ai été surpris quand il m'a plutôt offert son soutien. Les dynamiques familiales peuvent être compliquées, a-t-il dit après que j'ai brièvement expliqué la situation. Mais je veux que tu saches que ta conduite professionnelle a toujours été exemplaire. Ne laisse pas cette situation affecter le bon travail que tu fais ici. Sa compréhension a renforcé ma prise de conscience croissante que j'avais bâti une réputation professionnelle entièrement distincte du dysfonctionnement de ma famille, une réalité qu'il semblait incapable de saisir. Ce soir-là, fidèle à ma parole, j'ai appelé mes parents. La conversation a été, comme on pouvait s'y attendre, difficile. Ils m'ont informé que Megan avait effectivement reçu un avis d'expulsion pour non-paiement de loyer et qu'elle séjournait temporairement dans leur chambre d'amis avec Kevin. Ses allocations de chômage sont épuisées, a expliqué ma mère, comme s'il s'agissait d'une catastrophe naturelle imprévisible plutôt que de la conséquence prévisible de mois sans recherche d'emploi, et le marché locatif est impossible en ce moment. Je suis désolé d'apprendre ça, ai-je répondu, sincèrement préoccupé par le bien-être de Megan malgré nos différends. A-t-elle envisagé des colocations, ou peut-être que Kevin pourrait contribuer à leurs dépenses? Mon père a immédiatement rejeté ces suggestions. Kevin se concentre sur le développement de ses concepts commerciaux en ce moment. Et ta sœur ne devrait pas avoir à vivre avec des inconnus à son âge. La conversation est revenue à leur prémisse centrale, j'avais des ressources, Megan avait des besoins, et par conséquent, je devais fournir une solution. Quand j'ai de nouveau refusé d'offrir une aide financière, mon père a eu recours aux menaces. Tu dois comprendre quelque chose, Campbell, a-t-il dit, la voix froide. Si tu continues à tourner le dos à cette famille dans notre moment de besoin, il y aura des conséquences à ce choix. Quelles conséquences, exactement, ai-je demandé. Tu ne serais plus le bienvenu dans cette famille, a-t-il déclaré sans ambages. Ta mère et moi en avons discuté, et nous sommes d'accord. Soit tu es ta sœur, soit tu n'es plus notre fils. Bien que je me sois progressivement détaché émotionnellement de ma famille depuis des années, l'ultimatum explicite m'a tout de même frappé comme un coup physique. Pendant un instant, j'étais à nouveau ce petit garçon, cherchant désespérément une approbation qui n'est jamais venue. Je dois y réfléchir, ai-je finalement répondu, la voix plus stable que je ne le sentais. Après avoir raccroché, je suis resté assis dans l'obscurité de notre appartement temporaire, attendant le retour d'Alice de son service de nuit à l'hôpital. Quand elle est arrivée et que je lui ai fait part de l'ultimatum, elle m'a serré dans ses bras alors que des larmes inattendues coulaient non pas pour la perte menacée de ma relation actuelle avec mes parents, mais pour la relation aimante que je n'avais jamais eue et que je n'aurai jamais. Le lendemain, l'oncle Jim a appelé avec des nouvelles troublantes. Megan s'est bien lâchée sur les réseaux sociaux, a-t-il prévenu. Tu devrais peut-être vérifier ses profils. Effectivement, Megan avait posté une série d'accusations de plus en plus dramatiques sur plusieurs plateformes. Sans me nommer directement, mais en le rendant évident pour quiconque connaissait notre famille, elle se décrivait comme trahie par son propre sang et laissée sans abri à cause de l'avidité et de l'égoïsme d'une seule personne. Les publications avaient généré des dizaines de commentaires sympathiques et d'offres de soutien de la part de ses amis. C'était une performance magistrale de victimisation qui effaçait complètement ses propres choix et responsabilités. Bien que j'aie été tenté de répondre avec toute la vérité, Alice m'a sagement conseillé la retenue. S'engager publiquement ne ferait qu'envenimer la situation, a-t-elle conseillé. Quiconque te connaît vraiment comprend que ce n'est pas qui tu es. Elle avait raison, bien sûr. Marcus, qui avait été témoin de première main de mes dynamiques familiales au fil des ans, a offert sa propre évaluation brutale. Ils essaient d'utiliser la pression sociale pour te faire céder. Tactique de manipulation classique. Pendant cette période tumultueuse, Alice et moi avons continué notre recherche d'un nouveau logement.
avec le produit de la vente de ma maison et les économies d'Alice, nous avons trouvé une belle maison coloniale de 4 chambres dans un quartier établi, avec d'excellentes écoles, une maison où nous pouvions nous imaginer élever une famille un jour. Nous étions en train de signer le compromis de vente lorsque mon téléphone a vibré avec une notification indiquant que Megan, Kevin et mes parents se trouvaient devant notre immeuble. À contre-cœur, je suis descendu les retrouver dans le hall, demandant à Alice de rester pour continuer avec la paperasse. Ils se tenaient tous les 4 en un demi-cercle accusateur, les yeux de ma mère rouges de larmes, l'expression de mon père orageuse, Megan l'air à la fois victimisée et vengeresse, et Kevin planant maladroitement en arrière-plan. Nous savons que tu achètes une nouvelle maison, a commencé mon père sans préambule. Ta mère a parlé à Stéphanie. J'ai pris une note mentale d'être plus prudent à l'avenir quant à qui avait accès à mes informations personnelles. C'est pour ça que vous êtes là? Pour discuter de mes choix de logement, ai-je demandé, connaissant déjà la réponse. Nous sommes là parce que tu as un choix à faire, a continué mon père. Soit tu fournis une aide financière à ta sœur, nous pensons que 20% du produit de la vente de ta maison serait juste, soit c'est fini. Plus de vacances, plus de contacts, rien. Je les ai regardés tour à tour, voyant la situation avec une clarté douloureuse. Il ne s'agissait pas d'amour familial ou de soutien mutuel. C'était une relation transactionnelle dans laquelle ma valeur était mesurée uniquement par ma volonté de fournir des ressources. J'ai déjà fait mon choix, leur ai-je dit doucement. Je choisis de briser ce cycle. Je choisis de ne pas encourager la dépendance continue de Megan. Je choisis d'investir dans un avenir avec quelqu'un qui m'apprécie pour ce que je suis, et non pour ce que je peux fournir. C'est tout, alors, a demandé ma mère, des larmes coulant sur ses joues. Tu choisis l'argent plutôt que la famille. Non, les jeux corrigeaient doucement. Je choisis la santé plutôt que le dysfonctionnement. Je choisis la responsabilité plutôt que la complaisance. Et je choisis ma future famille plutôt que des schémas qui n'ont causé que de la douleur. Megan s'est avancée, le visage tordu de colère. Tu as toujours été égoïste, tu as toujours pensé que tu étais meilleur que tout le monde. Je ne pense pas être meilleur que quiconque, Megan. J'ai simplement fait des choix différents, et maintenant je vis avec les conséquences de ces choix, bonnes et mauvaises. Tu as la même opportunité. Mon père a posé sa main sur l'épaule de ma mère. Allons-y. Il a clairement exprimé sa position. En se tournant pour partir, il a ajouté, ne nous contacte plus. Tu n'es plus le bienvenu dans notre maison. Alors que je l'ai regardé s'éloigner, j'ai ressenti une légèreté inattendue. Le fardeau de chercher l'approbation de personnes incapables de la donner s'était enfin envolé de mes épaules. Ce soir-là, l'oncle Jim a appelé pour prendre de mes nouvelles, ayant entendu parler de la confrontation par ma mère. Pour ce que ça vaut, a-t-il dit, je pense que tu as fait ce qu'il fallait. Ça ne semble peut-être pas être le cas maintenant, mais tenir bon était le choix le plus sain pour toutes les personnes impliquées. Même pour Megan, ai-je demandé, toujours en conflit à propos de ma sœur malgré tout. Surtout pour Megan, a-t-il confirmé. Elle n'apprendra jamais à se débrouiller seule si quelqu'un est toujours là pour la rattraper. Dans les semaines qui ont suivi, Alice et moi avons finalisé l'achat de notre nouvelle maison et avons commencé à en faire notre chez nous. Marcus et moi avons officialisé notre partenariat commercial, utilisant une partie du produit de la vente de ma maison pour acheter notre première propriété d'investissement, un petit immeuble multifamilial avec un bon potentiel locatif. Par l'intermédiaire de l'oncle Jim, je recevais occasionnellement des nouvelles de ma famille. Megan avait enfin trouvé un emploi d'assistante administrative dans une entreprise locale. Elle et Kevin avaient emménagé dans un modeste appartement à leur portée. Mes parents consultaient un conseiller financier pour reconstruire leur épargne retraite. Ces changements, bien que modestes, suggéraient que peut-être mon refus d'être le filet de sécurité familiale avait en effet forcé une croissance nécessaire. Cette pensée m'a apporté un réconfort doux amer alors qu'Alice et moi nous préparions pour notre nouvelle vie ensemble. 6 mois ont passé. Alice et moi nous sommes installés dans notre nouvelle maison, la transformant pièce par pièce en un espace qui reflétait nos valeurs et nos rêves communs. La chambre principale a été peinte d'un bleu serein qu'Alice avait choisi. Le bureau à domicile accueillait à la fois ses revues médicales et mon travail d'analyse financière. La cuisine spacieuse est devenue le cœur de notre foyer, où nous cuisinions ensemble le week-end et organisions des dîners pour notre cercle d'amis grandissant. Mon partenariat commercial avec Marcus a dépassé nos prévisions initiales. Notre première propriété d'investissement était entièrement louée avec des locataires fiables, et nous étions déjà à la recherche de notre prochaine acquisition.
nous avions établi un cadre éthique clair pour notre entreprise, nous ne déplacerions jamais de locataires existants pour le profit, nous entretiendrions nos propriétés aux normes les plus élevées, et nous fixerions des prix justes pour le marché. L'oncle Jim était devenu une sorte de figure paternelle de substitution dans ma vie. Sa sagesse directe et son soutien inconditionnel ont comblé un vide que je ressentais depuis mon enfance. Nous nous retrouvions régulièrement pour le déjeuner, où il partageait des histoires sur la jeunesse de mon père qui m'ont aidé à comprendre les schémas générationnels en jeu dans nos dynamiques familiales. Ton grand-père était pareil avec ton père, a-t-il expliqué lors d'un de ces déjeuners. Rien de ce que Robert faisait n'était jamais assez bien, alors que j'étais le bon à rien qui avait des chances infinies. Je me suis émancipé, mais Robert l'a intériorisé, puis l'a répété avec toi et Meghan. Comprendre ces schémas n'excusait pas le comportement de mes parents, mais cela m'a aidé à traiter mes expériences avec plus de compassion et moins de douleur personnelle. Puis, un mardi matin ordinaire, un email est apparu dans ma boîte de réception, que je ne m'attendais pas à recevoir, un message de ma mère. L'objet était simple, prise de contact. L'email était bref et prudent, exprimant l'espoir que j'allais bien et suggérant que, peut-être, après un certain temps et une certaine réflexion, nous pourrions envisager une forme de réconciliation. Le ton était différent de toute communication que j'avais reçue d'elle auparavant, moins exigeant, plus hésitant, sans aucun du langage culpabilisant qui avait été sa marque de fabrique. J'ai partagé l'email avec Alice ce soir-là, incertain de la façon de répondre, ou même de répondre tout court. Les blessures étaient encore fraîches, le souvenir de leur ultimatum encore clair dans mon esprit. « Que veux-tu » a simplement demandé Alice. Pas ce que tu penses que tu devrais vouloir, ou ce qui ferait plaisir à tout le monde. Qu'est-ce qui t'apporterait la paix? C'était une question profonde qui a nécessité plusieurs jours de réflexion. J'ai réalisé que, bien que je n'ai aucun désir de retourner au schéma dysfonctionnel du passé, je ressentais un vide face à la rupture complète des liens familiaux. Peut-être y avait-il une voie médiane, une relation avec des limites si claires et fermes qu'elles ne pourraient pas être franchies. J'ai rédigé une réponse prudente à ma mère, exprimant ma volonté d'une reconnexion timide, mais avec des conditions explicites, pas de discussion financière, pas de tentative de me rendre responsable des choix de Meghan, et le respect d'Alice en tant que ma fiancée, ma partenaire et mon égale. J'ai clairement indiqué que toute violation de ces limites entraînerait une nouvelle rupture complète. 3 semaines plus tard, nous avons reçu une invitation à dîner dans un lieu neutre, un restaurant qu'aucune des deux familles n'avait fréquenté auparavant. L'oncle Jim a accepté de venir également, offrant à la fois un soutien moral et un tampon si les tensions montaient. Le dîner a été maladroit, mais civil. Mes parents semblaient plus petits, en quelque sorte, moins intimidants que les figures d'autorité imposantes qu'ils avaient été tout au long de ma vie. Les cheveux de mon père avaient considérablement grisonné au cours des mois depuis ma dernière rencontre. L'apparence habituellement parfaite de ma mère montrait de subtils signes de tension. Ils ont partagé que Meghan était toujours employée dans la même entreprise, maintenant avec une petite promotion. Elle et Kevin s'étaient séparés, un développement qui semblait avoir provoqué une certaine croissance de la part de Meghan. Mes parents travaillaient avec un conseiller financier pour reconstruire leur fonds de retraite et avaient mis leur maison surdimensionnée sur le marché, prévoyant de déménager dans quelque chose de plus gérable. Nous avons dû faire des ajustements difficiles, a reconnu mon père, dans ce qui était peut-être la chose la plus proche d'un aveu d'erreur que j'ai jamais entendu de sa part. J'ai partagé des nouvelles appropriées de nos vies, la nouvelle maison, mon travail, la récente certification d'Alice dans un domaine spécialisé des soins infirmiers. J'ai délibérément gardé la conversation à un niveau superficiel, testant s'il pouvait respecter les limites d'une relation d'adulte normale avant de m'aventurer en eau plus profonde. À la fin de la soirée, aucune réconciliation spectaculaire n'avait eu lieu, mais une petite base avait été posée pour un nouveau type de relation familiale, une relation basée sur le respect mutuel plutôt que sur l'obligation ou le contrôle. Au cours des mois suivants, nous avons établi un schéma prudent de rassemblements familiaux occasionnels, avec des débuts et des fins clairs. Je suis resté vigilant quant aux limites, prêt à prendre du recul si de vieux schémas réapparaissaient. À ma surprise, mes parents ont largement respecté les nouveaux paramètres, reconnaissant peut-être enfin que l'alternative était l'absence de relation. Meghan et moi avons développé une relation cordiale, bien que distante. La sœur privilégiée de ma jeunesse avait été remplacée par une version plus discrète, qui semblait apprendre lentement le lien entre les choix et les conséquences. Nous ne serions jamais proches, mais nous pouvions coexister pacifiquement lors d'événements familiaux. La plus grande guérison, cependant, n'est pas venue de ces timides reconnexions familiales, mais de la famille qu'Alice et moi étions en train de créer ensemble. Le jour de notre mariage,
célébré dans le jardin de notre nouvelle maison, avec Marcus comme témoin et l'oncle Jim portant un toast qui m'a mis les larmes aux yeux, a marqué le début d'une famille bâtie sur le soutien mutuel, le respect et l'amour sincère. À Campbell et Alice, a dit l'oncle Jim en levant son verre, qui nous apprennent que les fondations les plus solides sont celles que l'on construit de ses propres mains, et que l'acte d'amour le plus puissant est parfois simplement de rester fidèle à sa vérité. En regardant les invités rassemblés des amis du travail, la grande et bruyante famille d'Alice qui m'avait accueilli sans réserve, Marcus et sa petite amie, et oui, mes parents assis un peu mal à l'aise, mais présents néanmoins j'ai ressenti un profond sentiment de paix. La maison qui était devenue le catalyseur de tant de conflits n'avait finalement été qu'une structure physique. La véritable réussite avait été de trouver le courage de briser les schémas générationnels, d'établir des limites saines et de créer un espace pour que des relations authentiques s'épanouissent. Cette nuit-là, après le départ du dernier invité et qu'Alice et moi nous soyons retrouvés seuls dans notre cuisine, j'ai partagé cette prise de conscience avec elle. La maison qu'il voulait prendre est devenue la limite qu'il ne pouvait pas franchir, ai-je réfléchi, et finalement, la leçon qu'il devait apprendre. Alice a hoché la tête, compréhensive comme toujours. « Et quelle leçon as-tu apprise, toi ?» a-t-elle demandé doucement. « Que ma valeur n'a jamais été déterminée par leur approbation, ai-je répondu. Et que, parfois, le plus grand acte d'amour est de refuser de participer à des schémas qui nuisent à la fois à celui qui donne et à celui qui reçoit. » Alors que nous avancions dans notre vie ensemble, j'ai porté cette compréhension comme une boussole, me guidant vers des relations plus saines et des liens plus authentiques. La douleur d'être l'enfant le moins favorisé ferait toujours partie de mon histoire, mais elle ne me définissait plus. Au lieu de cela, elle était devenue le catalyseur pour construire quelque chose de plus fort, de plus sain et d'infiniment plus précieux, une vie de mon propre choix, entourée de gens qui m'appréciaient pour ce que j'étais exactement. Avez-vous déjà dû fixer des limites difficiles avec des membres de votre famille qui ne respectaient pas votre indépendance? Commentez ci-dessous avec votre expérience. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez appuyer sur le bouton j'aime et vous abonner pour entendre plus d'histoires de la vie réelle sur la manière de surmonter les défis familiaux. N'oubliez pas que, parfois, les choix les plus difficiles mènent à la plus grande croissance personnelle. Merci de m'avoir écouté, et je vous souhaite la force de rester ferme dans votre propre vérité, quelle qu'elle soit.